Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le webinaire numéro 10 qui s'inscrit dans le cadre de la série des webinaires Parlons Savoir et Faire à destination des entreprises fabricantes, qu'il s'agisse aussi bien des entreprises labellisées EPV que des métiers d'art ou que toute autre entreprise implantée en France. Le thème aujourd'hui sera la performance comme un outil d'innovation et de développement durable. En quoi et comment la recherche de performance d'une entreprise peut-elle, dans le même temps, aider cette dernière à innover et à contribuer à optimiser son impact environnemental? Quels sont les leviers de performance dont elle dispose? Nos invités, donc Philippe Lamé et Thomas Lamy, nous indiqueront quelques exemples afin d'illustrer ces performances et leurs conséquences doublement vertueuses. Donc, nous recevons aujourd'hui deux responsables des entreprises qui sont partenaires de l'Institut national des métiers d'art. Alors, comme le nom qui est inscrit ne l'indique pas, je suis Karine Leclerc, responsable du pôle Business Expertise, et je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui Philippe Lamé, donc responsable de l'entreprise TopTech, et également fondateur associé, dont les sujets de l'entreprise dont TopTech sont les sujets de la performance et amélioration continue. À quel moment faut-il se poser la question de la performance? Ces enjeux de développement durable n'enjoignent-ils pas aux entreprises de s'intéresser à cette question en permanence? Voilà, et quelles seront les conséquences? On parlera de ces sujets avec Philippe. Nous accueillons également Thomas Lamy, dirigeant de l'entreprise Neologix, dont peut-être certains d'entre vous connaissent déjà l'application qui est la plus connue, qui s'appelle Neofugu. Voilà, je pense que je ne dis pas de bêtises, Thomas, quand je parle de... C'est effectivement celle qui est la plus connue. Donc, je vous propose qu'on démarre ce sujet avec davantage d'explications sur chacune de vos entreprises. Et Philippe Lam, je vous propose qu'on commence par TopTech. Oui, très bien. Donc, vous avez pu mettre à l'écran. Vous m'entendez correctement? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, Philippe. Parfait, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. On peut mettre la diapo suivante si vous le voulez bien. Donc, déjà, je vais me présenter très rapidement. On rentrera après sur la vision qu'on peut partager, en tous les cas, vu de TopTech, de ce qu'est la performance, et puis ensuite de l'innovation et des leviers. Donc, effectivement, TopTech, en 1 ou 2 minutes, c'est une structure qu'on a créée il y a 20 ans. On est aujourd'hui 35 experts salariés, ce qui nous permet d'accompagner alors majoritairement des PME, PMI, dont déjà un bon nombre dans les entreprises patrimoine vivant, plus de 60%, et quelques grands comptes qui viennent chercher chez nous la même chose que les PME, PMI, c'est-à-dire du faire, du concret. Et notre métier, finalement, c'est d'apporter de la performance en repensant les organisations au sens large sur 3 mots-clés que vous avez tous sous les yeux: mutation, organisationnelle et comportementale. Mutation, c'est quoi? C'est quand une entreprise ou une cellule finalement change significativement d'état dans un temps relativement court, on parle de mutation. C'est un peu la différence entre mutation, rupture heureuse, et amélioration par petits pas. Et puis, il y a 2 éléments clés, organisation et comportemental. Il y a un axe, un pilier technique, technologique et organisationnel dans les entreprises. Et on va aussi en parler avec l'expertise de Neologix. Et puis, il y a une sphère humaine qui fait fonctionner tout ça, un pilier humain. Et nous, on intervient, et je vous montrerai un peu comment, sur comment j'amène de la performance et comment finalement cette performance peut m'amener, et on essaiera de le définir vu de notre façon, amener de l'innovation. Voilà rapidement qui nous sommes. On fait à peu près 120 projets par an. On en a plus de 3000 derrière nous. Et voilà à peu près qui vous avez en face de vous. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation exhaustive et complète. Thomas, est-ce que je peux vous laisser maintenant nous présenter Neologix et Neofugu? Oui, avec plaisir. Pareil, je peux vous demander si vous pouvez avancer d'une slide, parfait. Un peu la même dimension d'entreprise, donc on est une trentaine de personnes aussi. Donc moi, j'ai fondé la structure en fait en 2004. On est basé à Clermont-Ferrand. On a une clientèle internationale. Aujourd'hui, on est dans pas mal de pays européens et un peu plus largement. Et donc, au niveau des métiers, on fait, alors, historiquement, en fait, notre premier métier, c'est développeur de logiciels, créateur de solutions logicielles. Et puis, par l'expertise qu'on a acquise, en fait, au niveau des métiers d'art, justement,
on a développé des nouveaux savoir-faire et de l'accompagnement. Alors, on est organisme de formation certifié et on fait du conseil en ingénierie organisationnelle. Donc, on accompagne en fait des entreprises dans alors ce qu'on peut un petit peu appeler maintenant en fait de l'industrialisation, ce qui était tout à fait vulgaire il y a quelques années en arrière. Et donc voilà. Donc si vous pouvez passer à la slide d'après, s'il vous plaît. J'ai fait moins simple du coup en mettant plusieurs slides, désolé. Du coup, alors en très très rapide en fait au niveau de l'origine, moi j'ai créé la structure en 2004 et très rapidement on a rencontré une manufacture sur Lyon qui, du fait d'une mutation en fait de son marché sur lequel elle évoluait, en fait a été sollicitée de plus en plus en fait par ses donneurs d'ordre, c'était un sous-traitant, pour optimiser en fait différentes notions, coût, délai, qualité. Donc il était à la recherche en fait d'une solution et c'est ce qui a lancé en fait notre projet dont vous parliez Karine tout à l'heure en fait, Néofugu. C'était l'origine. Voilà. Donc sur la slide d'après, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup, souvent, en fait, alors ce premier projet est comme beaucoup d'autres qu'on a rencontrés après, et ça fera le préambule en fait par rapport à toute notre discussion d'après. La plupart des entreprises, des manufactures qu'on rencontre, donc dans le domaine Modelux au global, sont initialement en fait travaillent sur papier, vont bien souvent en fait commencer à travailler sur Excel par la suite, et puis se posent la question ensuite de savoir vers quoi aller. Et donc, il y a souvent deux options aux extrêmes. Un ERP dit généraliste, on reviendra sur la notion d'ERP tout à l'heure, je vous raconterai un peu plus en détail à ce sujet-là. Et puis, l'autre option, c'est de développer un logiciel soi-même, en fait, sur mesure, mais ce qui n'est pas forcément évident. Les deux options, en fait, ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et donc, nous, on a pris le parti, voilà, parfait, merci, de justement, en fait, alors ça a été un peu un hasard des rencontres, mais on a pris le parti de développer une solution métier, un ERP et MES, un autre acronyme barbare, en fait, dont on parlera tout à l'heure, qui permet justement d'accompagner, en fait, de la façon la plus globale possible, la plus générale possible, en fait, ces entreprises dans le domaine Modelux, et donc exclusivement des manufactures. Voilà, donc on a pas mal de partenaires. Et donc, dans le principe de la digitalisation, on travaille aussi sur un projet qu'on appelle Network, qui vise à la digitalisation, la dématérialisation des échanges entre tous les acteurs de la chaîne de valeur en fait, dans ces domaines-là. Donc, même principe. On y reviendra un peu plus en détail. Et voilà pour moi. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, on reparlera tout à l'heure que vous donniez les explications et les définitions du thème MES, ERP, parce que déjà que le thème performance peut déjà paraître un peu abrupt. Donc si en plus on lui adjoint plein d'abréviations, on va faire fuir tout le monde. Ce qui était intéressant justement, c'est que nous, au sein de l'INMA, on s'est évidemment penché sur ce sujet de la performance, dont on connaît tous les avantages et dont on voit les avantages financiers pour une entreprise. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au-delà donc des sujets de développement durable qu'on va aborder également, on voit bien qu'on parle beaucoup de relocalisation, on parle aussi d'innovation. Donc, c'est intéressant de voir auprès de vous comment la performance peut nous amener à ça. Alors, est-ce que, je commencerai par vous, Philippe, est-ce que déjà vous pouvez nous dire c'est quoi pour TopTech la performance ? Alors, on peut passer au diapo, allez-y, on avance. Je vais prendre celle-là, voilà. Finalement, déjà, on peut regarder la performance pour nous, en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'a défini. La première chose souvent que nous achètent sur nos clients et sur laquelle on va s'engager, finalement, c'est de la performance perçue par les clients ou par le compte d'exploitation. Ça va être du taux de service, ça va être de la productivité, ça va être de la capacité, comment je produis plus à ISO moyen, ma maîtrise qualité, comment je réduis mes tensiles, comment je réduis mes stocks, etc. Ça, il y a un impact direct chez les clients en termes de taux de service, par exemple, de qualité, et évidemment dans le compte d'exploitation en termes de marge. Comment je défends ma compétitivité. C'est le premier axe. Puis il y en a un deuxième, ce qui est l'enjeu social. C'est que la performance, c'est aussi comment mes équipes trouvent du confort et de la sérénité. Comment, et on le sait tous, dans les difficultés déjà de recruter, mais aussi de garder les équipes qu'on a, surtout dans les métiers d'art, dans des métiers spécifiques. On est beaucoup, j'entendais Thomas parler de manufacture, ça porte bien son nom, c'est des hommes qui font à la main, c'est pas que des machines, et souvent c'est la main a beaucoup de place. Mais on a aussi besoin que cette performance, elle se cache dans le confort et la sérénité. Voilà, on peut avoir de l'efficacité et du confort et de la sérénité. Et ça m'amènera à un troisième élément sur ces enjeux de performance, donc une performance humaine, sociale, organisationnelle, évidemment technique, mais aussi
une petite différence, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, entre je pilote ma performance et je génère l'amélioration de mon organisation. C'est deux éléments qui sont différents et si on se trompe, on passe beaucoup de temps à essayer de s'améliorer quand il nous reste du temps. On est beaucoup pris, on court, il y a des urgences, des absents, des machines qui tombent en panne, enfin la vraie vie. Et à un moment donné, l'idée, si on veut trouver cette sérénité et cette performance, c'est comment j'installe quelque chose qui va me permettre de d'abord piloter ma performance, mon exécution, pour ensuite générer de l'amélioration. Voilà. Donc pour moi, pour nous, en tous les cas, il y a de la performance économique, il y a de la performance vis-à-vis des clients et il y a une performance sociale. J'y trouve mon compte, moi, équipe, et on verra tout à l'heure comment on met ça en musique et où se cache l'innovation finalement, en tous les cas, vu de notre point de vue, dans cette performance. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, Philippe, c'est que, parce que parfois, effectivement, on utilise le terme d'amélioration continue plutôt que performance, et bon, c'est du détail, mais pas tant que ça. Voilà, donc la performance, c'est vraiment dans le dur, c'est le diagnostic et on met en place les solutions, et après, en fait, l'amélioration continue, c'est pour que le système continue de vivre seul sa vie de manière vertueuse et pour la sérénité des collaborateurs. Oui. Est-ce qu'on peut constater partout qu'il y ait 10 personnes dans l'entreprise ou qu'il y en ait 100 pourquoi pas 1000, c'est qu'à un moment donné, le socle d'une amélioration continue, j'allais dire naturelle, c'est le pilotage de la performance au quotidien. Voilà. L'amélioration continue, c'est faire mieux demain, mais attention, comme je dis moi, les ennuis commencent après la virgule, par tous, tous les jours et partout. Or, on le fait de temps en temps avec certains quand il nous reste du temps, parce qu'on n'a pas le temps. L'enjeu, c'est vraiment ce socle du pilotage d'exécution par tous, tous les jours et partout, et ensuite on génère l'amélioration continue. Vous avez raison, ce n'est pas juste une petite anecdote, c'est même essentiel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé enjeu majeur. Vous voyez. Ok, d'accord, oui. Est-ce que vous pouvez justement aussi nous donner un peu les différents exemples d'amélioration de performance, les sujets sur lesquels vous travaillez? Si on met la diapo, c'est précédente, je crois, ou précédente, ouais, celle-là. Non, voilà, celle-ci. Quand on regarde un peu l'innovation et la performance qui est au service de cette vision stratégique et de l'entreprise, on a plusieurs chemins pour l'atteindre. Le premier, avec de l'argent, on peut acheter des moyens, on peut acheter des machines, on peut acheter des logiciels, on peut embaucher du personnel. C'est l'axe horizontal. Le deuxième, c'est avec mon organisation, avec mes équipes, comment je peux m'organiser différemment. Et là, on va retrouver pour nous 3 niveaux d'innovation. De l'innovation produit, de l'innovation process et de l'innovation organisationnelle. À partir du moment où on a compris ça, on va éviter de se perdre, le premier piège, on va éviter le saupoudrage et on va permettre à l'entreprise, pour atteindre sa vision stratégique, ses enjeux stratégiques, d'être plus rapide que les autres, de moins gaspiller de matière, de moins consommer d'énergie, enfin, faire qu'on va être performant, de mieux tenir ses délais, d'avoir des délais plus courts. On va pouvoir, je donnerai quelques exemples là-dessus, mais je voulais revenir sur ces notions d'organisation et de prendre peut-être la diapo d'après et ensuite je vous donnerai quelques exemples. C'est-à-dire finalement, quand on veut générer cette performance au service de l'innovation et innover mon organisation et acheter des moyens, innover en process, lancer des nouveaux produits, etc. Ben nous, on regarde l'entreprise comme un plombier. Un plombier, il voit, quand je regarde une organisation, un tuyau et il va voir 3 paramètres. Il y a des commandes qui rentrent à un bout de ce tuyau qui sortent à l'autre bout. C'est la longueur du tuyau. Ce tuyau, il va agir sur mes stocks, mes encours, mes surfaces, mon besoin en fond de roulement, mon délai, mon taux de service. Le deuxième paramètre qui va m'intéresser, c'est la capacité du tuyau à livrer de la valeur. Ça va agir sur la productivité, sur la marge. Est-ce que je suis capable de livrer plus quand il y a des à-coups dans un délai relativement court, avec mes ressources? Et le troisième paramètre, c'est la notion de fuite. Et on sait bien que tout ce qui rentre dans un tuyau, une organisation, ne sort pas sous forme de valeur. On va avoir 2 grandes familles de fuite, la non-qualité, on n'a pas bien fait ce qu'on devait faire, et puis il y a une deuxième sauce, c'est les rejets. Dans les métiers d'art, on a souvent des procédés avec des retours, des reprises, ça ne marche pas du premier coup, on fait des essais, on a les premières pièces qui ne sont pas bonnes, etc., etc.
Donc, on va être dans cette logique de, finalement, mon métier de manager, c'est d'abord de manager le tuyau, de boucher les fuites, raccourcir la longueur et augmenter l'ouverture. Si on passe très vite la diapo suivante, on va se rendre compte qu'une organisation, ce n'est pas un seul tuyau, c'est une succession de tuyaux qui se déversent les uns dans les autres, et entre chaque bout de tuyau, il y a des bassins. Il y a des commandes en attente de lancement, il y a des pièces commencées en attente de composants. Si je prends un bijou, il y a éventuellement des éléments fabriqués en attente du sertissage, etc., etc. Et puis, quand on descend encore une diapo, on va se rendre compte finalement que notre organisation est une grosse tuyauterie. On retrouve l'innovation, finalement, l'innovation produit va agir sur la nature de l'eau qui rentre dans le tuyau. L'innovation process va agir sur la forme elle-même du tuyau, avec des fuites, des longueurs et des ouvertures. Je change de machine, j'ai un nouveau process, j'automatise, etc. Et l'innovation organisationnelle, elle va dire comment mes hommes, mon système humain, va conduire ce bout de tuyau. Et à partir du moment où on a cette vision-là, on va pouvoir avoir des impacts significatifs en fonction des enjeux stratégiques. Et pour terminer sur 3 exemples avant de passer la parole à mon collègue, après je pourrais enrichir tout ça, quand une entreprise dit « je suis trop long, mes compétiteurs sont beaucoup plus rapides que moi » ou si je divise par 3 le temps de passage, qui est un exemple réel chez des gens qui font des outillages spécifiques pour l'usinage, etc. Quand je divise par 3 ma longueur, mon temps de passage, forcément, j'ai une vraie mutation. Je remets sur le marché une capacité 3 fois plus rapide que les autres. Quand un fabricant de produits cosmétiques bio nous dit « moi, mon enjeu, ce n'est pas la longueur, c'est les fuites ». Pourquoi? Parce que je manque de sourcing. Ma matière première est précieuse. Il faut absolument que mon rendement matière soit le meilleur possible. On va travailler spécifiquement sur les fuites. Comment on fait pour boucher le maximum de fuites de ce tuyau? Puis le dernier exemple sur de la capacité, quand un fabricant de bijoux plutôt haut de gamme ou très petite série répétitive ou voire en pièces unitaires nous dit « moi, mon enjeu, j'ai un marché aujourd'hui où mes clients, qui sont des clients du luxe, me demandent plus de capacité. J'ai du mal à recruter, ma surface est comme elle est, j'ai du mal à trouver des compagnons qui savent faire le travail. Donc, est-ce qu'à ISO moyen, mon tuyau peut sortir plus d'eau ?» Et quand on va chercher 10, 15 ou 20% de capacité supplémentaire à ISO moyen, alors l'entreprise, tout de suite, retrouve cette capacité, la vend, améliore ses marges, son taux de service, etc. Donc, voilà des exemples un peu sur fuite, longueur, ouverture, des exemples réels. J'ai mis à la fin quelques noms d'entreprises avec lesquelles on a travaillé. Voilà comment on peut impacter la vie des entreprises en allant chercher une organisation différente au service de la performance d'un tuyau en fuite, en longueur ou en ouverture. Ouais, je vois que vous avez mis la diapo. J'ai mis quelques noms. Alors, je ne sais pas si toutes sont EPV, mais elles sont toutes… on en voit quelques-unes. Un beau paquet, et puis je les ai extraites, puisqu'on a plus de 1500, 1500 clients, on a plus de 3000 projets. Et voilà quelques exemples. Voilà pour moi. Après, on pourra compléter un peu sur… Tout à fait. Oui, je pense qu'effectivement, on s'attardera après sur certains exemples et d'autres sujets. Thomas, effectivement, donc moi, j'avais eu l'occasion de découvrir, avant même de vous rencontrer et de connaître Neologix, j'avais déjà vu pas mal de collaborateurs dans plusieurs entreprises, il y a déjà presque une dizaine d'années, des gens qui avaient des tablettes, qui renseignaient des informations. Tout le monde me disait que c'était formidable. On m'a parlé à ce moment-là de EMS et de RP. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez déjà nous dire ce qu'est la différence entre un MES, ce que ça veut dire, les ERP, voilà, pour qu'on ne perde pas tout le monde? Oui. Alors, juste en préambule, en fait, un tout petit truc par rapport à ce qu'expliquait Philippe à l'instant qui était parfait en termes d'explication sur la performance. Simplement, en fait, pour un angle différent, il y a une grosse difficulté dans ces domaines-là, c'est la notion de paradoxe. C'est que alors j'ai eu une fois en fait le cas d'un contact qui m'a dit mais vous oseriez proposer en fait d'optimiser la performance en fait à Picasso par exemple qui va faire des tableaux. Et du coup c'est vrai que ça peut paraître en fait anachronique parfois. Aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. La notion, je disais tout à l'heure, industrielle en fait est de plus en plus acceptable en fait en termes de
de recherche. Et donc, voilà, donc ça nous permet en fait de développer de plus en plus d'outils. Sur le sujet en fait du MES et de l'ERP, alors on a quasiment tous, j'imagine, entendu parler d'ERP. Là, les archétypes, on va dire, de ces ERP, c'est des outils en fait comme SAP, Sage, Cegid, en fait, Oracle, Microsoft en a aussi. Enfin, tous les gros acteurs en fait dans ces domaines-là en ont. Un ERP, donc l'acronyme français, c'est PGI, Progiciel de gestion intégrée. Donc la notion importante, bien sûr progiciel, mais surtout intégré. C'est un logiciel qui a pour vocation en fait de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur dans une entreprise ou dans un atelier. C'est-à-dire en fait traiter de l'ensemble des flux, idéalement, de cette entreprise et de ses collaborateurs. Donc typiquement, en fait, il va y avoir différents flux, les flux commerciaux, les flux financiers, les flux de production. Et bien souvent, justement, les ERP, dits généralistes, ne traitent que peu des flux de production, donc de ce qui se passe précisément à l'intérieur de l'atelier. Et donc, c'est là où la notion de MES intervient. Donc, MES pour Manufacturing Execution System. Donc, alors je crois, j'ai pas d'équivalent en français. Alors, on appelait ça en fait GPAO historiquement, gestion de production assistée par ordinateur. C'était les prémices, on va dire, en fait, de ce qui est devenu de ce que sont devenus les MES aujourd'hui. Par rapport à la GPAO, en fait, les MES intègrent en fait une dimension de connecté. Et donc de connexion avec des outils du réel, avec les machines, avec typiquement dans notre cas, en fait, comme vous disiez Karine, en fait, ce sont des tablettes tactiles que l'on va intégrer en fait dans les ateliers pour chaque collaborateur, chaque artisan va pouvoir avoir sa propre tablette tactile. Et donc, ça va permettre de traiter justement des différents sujets dont on parlait tout à l'heure, qualité, coût, délai, tous les sujets en fait sur lesquels on va rechercher de la performance. Donc, on pourra rentrer dans plus de détails après sur ces sujets-là, mais donc dans notre cas, l'idée c'est de développer justement ces outils-là, mais très spécifiquement pour les manufactures. Oui, parce que comme nous l'expliquait aussi tout à l'heure Philippe, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, effectivement, il faut avoir les bonnes informations. Donc, le système MES permet effectivement de quantifier. Voilà. Est-ce que, Thomas, vous pouvez, en quelques minutes, nous expliquer un peu comment vous procédez chez Neologix, justement, quand une entreprise vous sollicite pour, voilà, parce qu'elle a besoin de quantifier sa production, de la suivre? Alors, l'étape initiale, en fait, c'est justement de déterminer la nature du besoin. Parce que même si on travaille avec différentes entreprises du même secteur, chacun va calibrer son besoin un peu différemment. Donc on a un process, alors singulier ou pas, mais on intervient en fait toujours sur une première phase qu'on va appeler audit, étude de cadrage, où on va analyser pendant une journée, plusieurs jours, selon la taille de l'entreprise et l'ampleur du projet. On va analyser un petit peu en fait les ambitions, les enjeux en fait recherchés. Savoir si l'entreprise justement veut cibler plutôt un suivi de son temps, de la rentabilité liée au temps de travail, au travail à façon, le suivi de ce que Philippe appelait tout à l'heure les fuites en fait, donc la notion de perte en fait, de rebut au niveau des matières. On travaille fréquemment en fait dans le domaine de la joaillerie ou en tout cas avec des gens qui traitent des métaux précieux ou des pots ou voilà, des matières premières assez onéreuses. Et donc c'est très important d'arriver à optimiser ces aspects-là. Sur les sujets de traçabilité, il y a de plus en plus en fait, alors que ce soit pour des sujets éthiques, pour des sujets pratiques, en fait, la notion de traçabilité est très importante. Et puis une optimisation de la performance en fait au global. Donc une première étape, voilà, qui est une étude de cadrage où on va faire des interviews aussi des collaborateurs. Alors pas forcément tous les collaborateurs parce qu'on intervient parfois avec des entreprises qui ont des centaines de salariés, donc ce serait pas évident, mais on va faire en fait un petit échantillon qui se veut représentatif en fait de ce qu'on pourra retrouver par la suite. L'intérêt de ces interviews, c'est aussi de faire une étude de risque. Je parlais tout à l'heure du paradoxe en fait entre métier d'art et recherche de performance d'optimisation. Ça peut créer en fait des freins parfois sur certains projets. Si tout le monde ne se sent pas embarqué en fait dans le projet et pas suffisamment impliqué ou ne comprend pas en fait l'intérêt en fait de ce projet, de cette transformation au niveau organisationnel, eh bien on risque en fait d'avoir des projets alors soit qui durent longtemps, soit dans le pire des cas en fait qui n'aboutissent pas. Et donc ces études de risque initiales et qui passent par ces interviews vont nous permettre justement de comprendre en fait les craintes éventuelles et essayer de les déconstruire et de travailler sur un programme en fait de déconstruction de ces craintes. Et ça passe voilà, dans la grande majorité du temps par de la communication sur des sujets ciblés pour être tout à fait transparent en fait sur l'objectif en fait de ces projets. Et donc ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, eh bien on va intégrer en fait alors on n'intègre pas forcément toujours le système. On travaille avec des clients certains depuis plusieurs années et où justement leur maturité entre guillemets industrielle n'est pas suffisante pour pouvoir intégrer des outils. Et donc dans ces cas-là, en fait, on continue à les accompagner pour pouvoir mûrir entre guillemets. Alors quand je dis mûrir, en fait, c'est pas partir du constat qu'il y a une situation négative chez eux.
parce que c'est la grosse difficulté. Ces entreprises-là, voilà, des marques, en fait, parfois, ou des fabricants, des sous-traitants, performent, voire surperforment. Simplement, ils savent qu'ils vont arriver, en fait, à un seuil, et qu'ils atteignent une forme de plafond et qu'il va falloir, en fait, qu'ils changent de méthode organisationnelle. Et donc pour eux, en fait, la solution vient par un logiciel, par notre logiciel potentiellement. Mais c'est pas forcément, enfin, de notre point de vue, c'est pas le cas. Le logiciel est un outil qui vient asseoir en fait une organisation, mais c'est pas le logiciel qui donne la réponse. Et donc il y a tout un accompagnement en amont et ensuite l'intégration du logiciel et puis la formation des utilisateurs. Alors, je vous poserai la question tout à l'heure, effectivement, de est-ce que pour les entreprises, il y a un bon moment pour lancer cette étude de la performance? Mais d'abord, effectivement, Thomas, est-ce qu'il y a une catégorie d'entreprises qui est plus susceptible de devoir absolument, justement, étudier enfin, vraiment à la loupe ces temps de fabrication? Quand on avait préparé le sujet, on s'était dit qu'effectivement, comme les entreprises à façon assez logiquement ont besoin. Est-ce que vous pouvez nous... La grande majorité en fait, des entreprises qui viennent vers nous, effectivement, sont des entreprises qui travaillent à façon. Nous, la répartition en fait, des ateliers avec des maisons avec lesquelles on travaille, donc c'est à peu près 80% en fait, de sous-traitants, de grands comptes, et 20% en fait, justement de grands comptes, donc typiquement en fait, des maisons de la place Vendôme, des grands noms en fait, du luxe. Et donc, il n'y a pas de typologie. Et le bon moment, en fait, c'est jamais évident. On travaille de plus en plus avec des entreprises naissantes. Et ça, c'est très intéressant. Ou des ateliers, en fait, qui s'ouvrent. Une grande maison, là, typiquement, la semaine dernière, nous a sollicité, en fait, parce qu'ils ouvrent un nouvel atelier. Et donc, on intervient dès le démarrage, en fait, dès la constitution de l'atelier, avant même que la fabrication soit démarrée. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mettre en place, en fait, directement des habitudes et fortes. Ce qui est difficile, en fait, c'est quand on arrive tard, des entreprises qui ont déjà quelques décennies, et il y a un changement en fait à opérer et qui n'est pas forcément toujours évident. Il peut y avoir des réticences, comme je parlais tout à l'heure. Donc non, en termes de taille ou typologie, il n'y a pas de meilleur moment. La grosse difficulté, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'actuellement, en fait, dans tous ces domaines-là, il y a une recherche de capacité en fait très importante. Il y a un manque de capacité de production, et ce qui fait que tout le monde est débordé. Et donc, on doit passer, enfin, ces entreprises doivent passer un cap, investir du temps à un moment où elles n'en ont pas. Mais il n'y aura pas de meilleur moment pour le faire. Donc, c'est assez complexe, mais il faut arriver justement par alors ça, c'est tout un thème, en fait, l'agilité, en fait, d'arriver à s'intégrer, arriver, en fait, à travailler avec eux, en fait, par petites touches, mais très régulières, pour arriver à les faire monter en compétences et intégrer ces nouvelles notions et ces nouveaux outils. Philippe, je me permets également de vous faire réagir. Ce qu'on pourrait dire, par rapport à la typologie et au bon moment, peut-être mettre la diapo, je vous dis laquelle, et je vais m'appuyer dessus pour donner cet exemple. Finalement, et en attendant qu'elle arrive, c'est celle où il y a SPO au milieu. Alors, c'est une, deux au-dessus. Voilà, celle-là. En fait, je dis souvent, il n'y a jamais de bon moment. Il y en a des pires que d'autres, mais il n'y a jamais de bon moment. Si le mauvais moment, c'est le moment, et c'est ce que vient de dire à l'instant Thomas, ou le mauvais moment, c'est parce qu'on n'a pas de temps, je mets au défi n'importe quelle entreprise, en tous les cas, depuis 20 ans qu'on fait notre métier, d'avoir un moment où elle a le temps. Donc, si on attend d'avoir le temps, on risque d'attendre longtemps. Voilà. Donc, le moment pour le faire, c'est jamais le bon moment parce qu'on n'a jamais le temps. Quand je dis il y en a des pires que d'autres, il y a quand même des saisonnalités. Des fois, il peut y avoir des salons, il peut y avoir des périodes, il peut y avoir où véritablement, quand il y a trop d'eau dans le tuyau, c'est peut-être pas le moment, en tous les cas, de regarder, même si on voit beaucoup plus de choses quand il y a beaucoup d'eau dans une rivière. On voit beaucoup plus les tourbillons et les turbulences. Mais bon, après, la typologie d'entreprise, en taille, je vous dis, on travaille de 10 à 1000 personnes, pour donner une échelle macro, même des fois même en dessous. Et puis, la dernière chose, c'est par rapport aux industries. On a identifié 5 types d'industries. Des industries de process, manufacturières, des industries en procédés, en flux complexes, etc. etc. En fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Simplement, le besoin, on va regarder, nous, les 4 choses. C'est en gros l'état des lieux de l'entreprise, quelle que soit sa période, qu'elle ait 10 ans, qu'elle soit naissante, qu'elle soit en pleine innovation produit, qu'elle vienne de lancer un nouveau service, qu'elle vienne de construire ou d'intégrer une nouvelle unité. Il y a un tuyau actuel. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire dedans pour un tuyau visé.
Il y a le système d'alimentation de nos tuyaux, dont Thomas parlait tout à l'heure, qui va être piloté par un ERP, qui va faire de la planif, de l'ordo, qui va monitorer avec un MES des données, et on va alimenter le tuyau. Il y a le troisième pilier, comme on pilote cette performance, j'ai entendu tout à l'heure, il nous faut des bonnes informations. Les outils tels que ceux que propose Thomas sont des outils qui vont permettre de savoir où j'en suis. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai la bonne information au bon endroit? Attention au sapin de Noël d'indicateurs dans tous les sens. Aujourd'hui, la puissance numérique nous permet de tout faire. Pensez à vos tableaux de bord de voiture. On a de plus en plus d'informations. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bien conduire sa voiture? Un compteur, une jauge d'essence et un bouton qui s'allume à l'orange ou au rouge. Avec ça, ça suffit. Moi, avoir les G encaissés par la voiture, les décanewtons produits et les tours minutes que me donne le moteur, vous savez quoi, pour conduire ma voiture, ça ne me sert à rien. C'est-à-dire que si je suis un conducteur d'un bout de tuyau pour créer de la valeur, c'est quelles bonnes informations. Et le dernier pilier que vous avez, c'est qu'à partir du moment où on a mis les hommes au service d'un tuyau qui lui-même a les bonnes informations, un bon système de détection des écarts et un bon système d'alimentation, alors je vais trouver du confort et de la sérénité. C'est-à-dire que le bon moment, il n'y en a pas. La bonne typologie, il n'y en a pas. Mais avec des bons ingrédients, et c'est notre expertise, avec des œufs, de la farine et du sucre, on peut faire un flan ou un cake. C'est les mêmes ingrédients. Dans les deux cas, ça fait un joli dessert qui nourrit bien. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même recette. Ça veut dire que selon la période, selon l'entreprise, selon sa typologie du système de production, la recette sera différente. Le métier de TopTech, on peut mettre la dernière diapo qui est derrière, c'est sûrement pas de venir avec une recette en vous expliquant qu'en travaillant comme ça, alors ça va bien marcher. Ça n'a aucun sens. On va venir avec des ingrédients. Par rapport à vos enjeux stratégiques, fuite, longueur, ouverture, capacité, productivité, délai, qualité, etc., on va définir un chemin et on va faire la recette avec les gens qui font le job tous les jours. On vient avec les œufs, la farine et le sucre, on les comprend, on fait la recette avec les gens, on la met en place et on s'assure que ça fonctionne. Et à partir de là, on a fait de l'innovation, on a fait des gains, les gens courent moins et normalement, la performance s'améliore. Et puis, quand je dis normalement, vaut mieux puisqu'on s'engage contractuellement sur les gains qu'on fait. Donc, c'est quand même mieux quand ça marche. Et puis, en général, ils témoignent aussi, je pense peut-être même, il y a des gens qui sont nos clients derrière cet écran ou d'autres qui les connaissent. Voilà, donc vraiment, à la question du moment et de qui, la réponse, elle est pour tout le monde et à n'importe quel moment. Ce qui va changer, c'est la recette et pas les ingrédients. Du coup, c'est effectivement, pour revenir au sujet du webinaire qui était plus particulièrement comment la performance aide au développement durable, c'est donc sur l'aspect social et sociétal, c'est-à-dire comment on peut améliorer la qualité et le temps de travail des collaborateurs. Est-ce que vous, Philippe, vous avez, et pour Thomas, je poserai la question sur la réduction peut-être de la consommatière sur tel ou tel sujet. Est-ce que l'un ou l'autre, sur ces deux thèmes, vous avez des exemples précis à nous donner ? Bien sûr, quand on installe les personnes autour de ce tuyau à piloter et qu'on arrête de courir dans tous les sens, on sait ce qu'on a à faire, on est au service d'un tuyau, on a simplifié les choses, on a mis, c'est la sphère rôle et responsabilité de chacun, mais qu'est-ce qui se passe quand on est plus performant et qu'on court moins ? Que notre organisation, les gens courent moins, ils ont plus de temps, ils font moins le pompier pyromane. D'un seul coup, eux-mêmes, on va leur enlever de la non-valeur ajoutée managériale. Ils vont pouvoir se concentrer sur l'expertise du métier. La deuxième chose, c'est qu'ils ont rarement le temps de former correctement les gens qui arrivent. On le sait, c'est toujours à la course. Et on a besoin de former dans des métiers spécifiques où certaines fois même des écoles n'existent pas. Il faut les former. Donc, on va trouver du confort et de la sérénité et les gens vont pouvoir mieux former, eux-mêmes faire. Vous savez, c'est quand on sort le soir et qu'on dit, bon sang, je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai couru toute la journée, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Quand on arrive à éviter ça et qu'on se dit, bon sang, j'ai travaillé sur quelque chose qui avait de la valeur. Là, pour l'humain, on parlait de responsabilité sociétale, d'innovation organisationnelle, je peux vous dire que c'est très significatif. Quand vos rendements matières, on parlait tout à l'heure un peu dans les métaux précieux, mais on peut en parler aussi, effectivement, j'ai entendu le cuir ou des choses comme ça, des choses qu'on connaît bien. Forcément, à un moment donné,
pour la durabilité, quand à ISO moyen, quand mon tuyau sort plus d'eau, ben on sent bien qu'on consomme moins de chauffage, on consomme moins de matière, on consomme moins de surface, qui elle-même on chauffe, le foncier est mieux optimisé, etc. L'impact, il est direct, à la fois sociétal, à la fois pour la durabilité de nos écosystèmes est large, hein, sociétaux, environnementaux et autres, mais à la fois aussi pour l'entreprise en termes de performance. Elle a aussi besoin d'être là demain avec de la marge pour payer son innovation et puis son chauffage qui a plutôt tendance à augmenter ces temps-ci quand on voit les factures. Ça, effectivement, on voit bien qu'aussi c'est un vrai enjeu et une vraie problématique pour les entreprises fabricantes, cette augmentation de coûts de matières premières et d'énergie. Donc, en fait, effectivement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas forcément très intuitif de se rendre compte à quel point la performance génère ensuite de la sérénité et même de la satisfaction au travail. Thomas, est-ce que du coup, parce on l'avait aussi évoqué sur les mises en place que vous parvenez à faire au sein d'entreprise, est-ce que vous avez des cas de réduction majeure de consommation de telle ou telle matière? Oui. Alors, il y a trois exemples. Alors, comme disait Philippe, il y a effectivement en fait sur une approche systémique en fait un effet de cercle vertueux en fait sur plein de sujets. Après, de façon assez précise, en fait, on a alors par exemple depuis quelques années en fait pas mal de maisons, d'entreprises en fait qu'on accompagne dans le contexte en fait de relocalisation. Alors pour différentes origines, hein, mais beaucoup de maisons, de marques en fait souhaitent produire en fait localement, en tout cas en France. Et donc ça a créé en fait pas mal de demandes et donc de recherche de capacité. Comme on disait tout à l'heure, en fait cette capacité, elle est aujourd'hui finie. Comme disait Philippe, en fait il y a beaucoup de difficultés à recruter dans ces métiers-là parce que la formation peut être complexe, longue et qu'il n'y a pas forcément tous les candidats qu'on aimerait. Et donc il va y avoir une recherche d'optimisation, de performance en fait avec cette capacité existante. Et donc on a travaillé avec beaucoup d'ateliers par rapport à cela. Donc là, en termes de démarche RSE, effectivement, le fait de relocaliser en fait la production et en parallèle en fait d'éviter de la délocaliser, en fait, ça a un impact très fort. Ensuite, une démarche alors très ciblée aussi sur l'aspect zéro papier. Donc, qui n'est pas forcément, en fait, si on cible en fait des métiers avec des matières premières très onéreuses, le papier n'est pas forcément la matière la plus onéreuse, mais elle a un impact en fait environnemental assez important. Et donc, et on peut en consommer en fait énormément dans tous ces métiers-là. Et donc, cette démarche zéro papier, alors je parlais de tablette tactile tout à l'heure, c'est un des arguments, un des éléments. Ça va permettre de dématérialiser déjà la documentation dans l'atelier. Il va y avoir deux angles en fait d'approche, la dématérialisation en interne et puis celle en externe entre les différents partenaires en fait de la chaîne de valeur sur une corporation, sur un métier. Donc en interne, ces tablettes tactiles vont permettre déjà d'enlever le papier majoritairement. On voit fréquemment en fait dans pas mal d'ateliers de manufacture en fait des classeurs qui circulent avec les fiches techniques, la documentation en fait des projets sur lesquels on doit travailler. Eh bien, on va transformer tout ça en fait en digital et y accéder en parallèle en fait plus facilement, garantir en fait d'avoir toujours accès à la dernière version de la documentation. Donc ça, c'est des entre guillemets des effets de bord, mais par rapport à cette démarche RSE, mais ça va avoir un impact très fort. Et ensuite, consulter tout ça en fait de façon plus facile. Et ensuite, en externe, par le travail sur des plateformes de dématérialisation, donc on travaille en fait avec différents grands noms en fait là-dessus. Ça va permettre de passer les commandes en fait sans utiliser de papier. Ça va permettre d'envoyer de la documentation pareil sans le papier, d'échanger sur la traçabilité des matières en fait de la même façon. Donc c'est assez important. Et ensuite au niveau des matières, donc le troisième point. Alors pour travailler beaucoup dans le domaine de la joaillerie et donc sur des métaux précieux, typiquement de l'or, on a eu alors un exemple en fait un atelier parisien, une cinquantaine de personnes. Alors on travaillait déjà depuis des années avec eux, mais le sujet en fait de la perte de matière n'avait pas encore été abordé de façon très précise, et parce que c'était pas une priorité initialement. Et donc ils sont venus vers nous, constatant en fait une année qu'ils avaient perdu 3 kilos d'or sur l'année. Alors aujourd'hui, 1 kilo d'or en fait c'est à peu près 55, 60 000 euros. Et donc ça représente déjà quelques centaines de milliers d'euros. Et donc sur ces projets-là, eh bien on va essayer d'analyser en fait et de voir à quel endroit et avoir un suivi précis en fait des pesées de toutes ces notions-là. Et là, le digital va nous aider en fait à asseoir et à collecter ces infos. Et par contre, comme disait Philippe tout à l'heure, alors je suis pas forcément un grand fan des citations, mais il y en a une en fait qui me revient tout le temps en tête. C'est le mieux est l'ennemi du bien. Et par rapport à tous les KPI, enfin tous les indicateurs dont parlait Philippe tout à l'heure, et je rejoins tout à fait ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire très attention, veiller en fait à ne pas chercher à en avoir trop, à en vouloir trop dès le départ. Parce que effectivement, c'est joli, mais on s'y perd très vite, et à vouloir faire trop de choses d'un coup, eh bien en fait on n'en fait rien. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, modérer, on va dire un peu, cibler très précisément, créer
réussites en fait petit à petit sur ces sujets-là, plutôt que de vouloir tout révolutionner en mode Big Bang en fait et de se planter, pour faire simple. En vous écoutant, Thomas, j'étais en train de penser que, effectivement, ce suivi de la matière, on parle aussi de plus en plus de création à partir de chutes matière, que ce soit l'entreprise qui le fasse en interne ou qu'elle fasse intervenir une autre entreprise partenaire. On peut aussi, du coup, imaginer que ça permet d'avoir une bonne idée de la volumétrie des déchets, quels qu'ils soient. Ça, éventuellement, vous auriez des exemples aussi de... Oui. Bah, sans citer de nom ou de marque, hein, mais ça existe effectivement, ça s'est développé dans le domaine de la maroquinerie, en fait, du textile ces dernières années, ou même des maisons en fait ont créé des gammes de produits spécifiquement dédiés en fait sur ces aspects-là, avec des chutes en fait de matières, de cuir, de textile, et ça crée en fait des produits qui se vendent a priori très bien, et ça permet de revaloriser effectivement une matière qui jusque-là en fait n'était pas revalorisable. On a différents cas, en fait, dans ce cas-là. Le domaine de la joaillerie est un peu à part parce que les matières précieuses, métaux précieux sont retraitables. Alors certes, ça a un coût, c'est pas forcément environnementalement, parlant, excellent, mais on peut le retraiter. Donc en termes de valeur, on recrée de la valeur derrière. Par contre, au niveau de la maroquinerie, du textile, c'est beaucoup plus difficile. Et donc effectivement, oui, il y a pas mal de cas, en fait, comme ça. Et donc là, c'est très intéressant d'avoir un suivi pour connaître, en fait, l'ampleur, en fait, de ce qu'on est capable d'utiliser avant de pouvoir l'entamer, avant de pouvoir le faire. Oui, c'est ça, parce que moi, pour avoir visité pas mal d'ateliers également, on leur posait la question, et très souvent, ils n'avaient pas forcément une idée précise du volume que ça représentait. Ils savaient que c'était plusieurs bennes qui mettaient à disposition par semaine, mais sans avoir vraiment de volumétrie exacte. Et comme on en avait discuté, c'est que toutes ces infos permettent de choisir la bonne stratégie à mettre en œuvre à partir du moment où on a les informations précises. Et il faut effectivement un volume et puis, dans le cas en fait du cuir par exemple, il y a aussi la notion de forme en fait qui va être importante pour arriver à imaginer, à valoriser en fait ces matières en fait, de façon pertinente parce que on peut avoir en fait des dizaines de mètres carrés, mais s'ils sont répartis en micro bouts en fait, il faut en avoir conscience pour être capable en fait de les retraiter. Alors, avant de passer au temps des questions, n'hésitez pas si vous avez personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, les mettre sur le chat, on les posera à la fin. Est-ce que Philippe et Thomas, avant que les entreprises fassent appel à vous, vous auriez déjà quelques petits conseils à donner aux dirigeants ou aux personnes qui nous écoutent sur comment déjà se poser les premières questions sur la performance de son entreprise? Thomas? Oui. Alors c'est une très bonne question, c'est difficile d'y répondre comme ça. Comme on disait tout à l'heure, en fait, déjà c'est très important en fait de cibler justement les différents objectifs qu'on veut se fixer, et d'y appliquer des priorités. Parce que comme disait très bien Philippe tout à l'heure, en fait, à vouloir tout faire, en fait, au final, on fait pas grand-chose. Et donc, ça, c'est une grosse difficulté parce qu'on voudrait tous, en fait, tout révolutionner d'un coup et puis passer à autre chose. Mais il faut arriver justement à déterminer, en fait, ce qui est le plus important. Donc, parmi, en fait, les sujets dont on a parlé, est-ce que le prioritaire, c'est justement cette notion de perte? Est-ce que le prioritaire, c'est justement cette recherche de capacité, d'optimisation de la capacité dans l'entreprise? Est-ce que, c'est, apporter aussi un confort? On a des entreprises qui viennent vers nous simplement, en fait, pour, ils fonctionnent très bien, ils sont très rentables, mais simplement, ils veulent apporter un confort. Heu et un exemple aussi, ça peut être, on a en fait, des entreprises qui viennent vers nous, qui connaissent une forte progression de leur chiffre d'affaires, mais qui peuvent en fait, stagner en termes de résultats, en termes de bénéfices en fin d'année. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant. Philippe parlait de recettes tout à l'heure. Il y a un peu la même recette en fait en termes de bénéfices au niveau des projets qu'on va traiter en fait sur l'année. Est-ce que chacun des projets en fait est rentable ou moins? Et est-ce que finalement, ce bénéfice que je fais en fin d'année est composé de petites pertes et de gros, de gros bénéfices? Ou est-ce que c'est moyen en fait sur la globalité? Donc, voilà, d'arriver en fait à cibler le besoin. Et après, certains en fait sont confrontés aussi à des démarches en fait plus massives en fait en se disant qu'ils veulent vraiment changer d'horizon, changer de façon de travailler. Philippe, est-ce que vous avez... Ah, on ne vous entend pas. Philippe, vous êtes... Ça y est. Voilà. Oui, je dirais, oui, j'avais. Non, vraiment un enjeu. On ne fait pas de stratégie. L'important, sur une des diapos que j'ai passées tout à l'heure, il y a marqué prioriser, hiérarchiser. C'est important, avoir une vision de ces enjeux stratégiques. Finalement, qu'est-ce qu'on veut gagner? C'est exactement ce que disait Thomas. Et surtout, en complément
par rapport à ça, c'est vraiment d'être en cohérence sur les 4 piliers. Le tuyau, l'alimentation du tuyau, le pilotage de la performance avec les bonnes informations. Nous, l'information automatique, je vais appeler l'informatique de gestion comme ça, a une capacité infinie de données. Si on ne va pas prendre les bonnes, on va se noyer. Ça fait, je répète, un joli tableau de bord et on ne va plus savoir le conduire. Mais c'est exactement ce que recomplétait Thomas. Donc c'est vraiment d'être en cohérence, être vraiment mettre au service l'organisation au service de son tuyau et son tuyau au service de son enjeu stratégique. Mon tuyau, il doit faire quoi? Du F, du L, du O, et que mes gens soient confortables dedans. On se met au clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? J'ai les bonnes informations, j'ai les bonnes données, j'ai la bonne alimentation. Du coup, je peux impacter mon rôle et ma responsabilité. Remarquez que je ne parle pas de fonction. Je parle bien de rôle. T'es quoi dans ce tuyau? Quel est ton périmètre? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Déjà, quand c'est clair, qu'on a les bonnes informations, la bonne alimentation et que le tuyau a moins de fuite, moins de tartre dedans pour l'ouverture et une longueur raccourcie, là, vous voyez qu'on est quand même sur un chemin qui est assez vertueux. Donc là, le conseil, au-delà de prioriser, hiérarchiser, savoir ce qu'on veut, pour ne pas tout faire, c'est mettre en cohérence ces 4 piliers clés. Quand on arrive à faire ça, ça marche pas mal. En conclusion ou pas, je vous avais mis une dernière diapo avec des exemples de gains que vous pouvez laisser éventuellement à l'écran, sans l'écran, mais on arrive à des gains très significatifs. Et ça se voit chez les clients, et ça se voit dans le compte d'exploitation. Et normalement, on a des gens qui ont le sourire. En tous les cas, quand on repasse avec le logo de nos entreprises, on n'a pas encore pris de tournevis dans les pneus, de coups de marteau sur la tête, ou a priori, les gens y ont trouvé leur compte. Mais c'est sûr qu'on vit une période où, et là on aura l'occasion dans d'autres webinaires d'aborder ce sujet sur les coûts de matière et l'augmentation du coût de l'énergie, mais on voit bien qu'on a des entreprises qui, justement, par exemple, pour l'instant, fabriquées à façon, qui se posent la question de savoir est-ce qu'elles vont pas développer une marque propre, ce qui est vraiment très nouveau comme démarche. On en a effectivement qui, vous en avez parlé tout à l'heure, Thomas, qui décide de relocaliser. Même si j'entends bien que de tout temps, à tout moment, une entreprise doit se poser la question de sa performance, on voit quand même plus que jamais cette question, elle est au cœur de chaque entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on avait eu l'occasion de faire un webinaire justement sur la formation et les savoir-faire, et justement cette difficulté qu'ont bon nombre d'entreprises sur la pénurie des profils pour recruter, c'est que là aussi, vous nous montrez que si on est beaucoup plus confortable dans son travail, ça laisse aussi le temps de pouvoir, déjà on connaît bien sa mission, son rôle, et donc de faciliter la transmission des savoir-faire. Ça, on voit à quel point en fait c'est quand même quelque chose de très vertueux. Alors, quand on avait travaillé ensemble, personnellement, je voyais bien les impacts environnementaux sur les déchets, la réduction de consommation matière que ça pouvait générer, mais on voit que ça peut aller bien au-delà. Et du coup, je pense que quand vous parliez du risque, justement, que les entreprises n'adhèrent pas à cette recherche de performance, je pense que si on liste justement toutes les valeurs et les conséquences vertueuses que ce travail peut avoir en interne, on ne peut avoir que l'adhésion quand même d'un grand nombre de collaborateurs. En tous les cas, on le constate 120 fois par an. Bon, super. On va peut-être regarder si on a des questions. Donc là, je vais demander à Camille si elle a des questions. Alors, on a... Je profite juste de courte interruption. En fait, je répondais à Didier donc sur le chat en fait qui me disait que l'argument du zéro papier seul en fait était pas et pouvait être osé parce qu'effectivement le numérique avait son impact aussi. C'est tout à fait vrai. Hein. Il faudrait en fait arriver à consolider justement l'impact en fait des deux et faire une balance en fait entre les deux et voir la durabilité justement des outils du hardware en fait matériel informatique face au papier. Mais effectivement, oui, il faudrait aller plus loin pour que ce soit un vrai argument complet.
Alors, je pense qu'effectivement, on n'a pas entendu Camille parce qu'elle ne nous a pas encore rejoint sur le webinaire. Donc, Thomas, vous venez de répondre à Didier Rolls. On va essayer de… Voilà, Camille. Voilà. On te laisse, Camille. Donc, il y avait effectivement la question de Thomas. Vous en avez parlé. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment. Il y en a une sur la place de la formation dans la performance de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Quelle est cette place de la formation dans la performance? Allô? Oui. J'ai eu une coupure au milieu de votre phrase. Camille, désolé. Alors, quelle est la place de la formation dans la performance de l'entreprise? Alors, il y a deux choses déjà. Enfin, je vais vous répondre. Il y a celle qu'on sait faire, puis celle qu'on ne sait pas faire. Celle qu'on ne sait pas faire, mais sur laquelle on peut impacter, c'est la formation, j'allais dire, technique, professionnelle. Quand on est en train de faire du cristal, qu'on est en train de coudre des tissus pour des grandes maisons, qu'on est en train de faire un bijou ou qu'on travaille le cuir, soit parce qu'on est tanneur, etc. Ça s'appelle la formation métier. Nous, on ne sait pas le faire. Elle a une part, évidemment, mais je crois que vous aviez fait un webinaire là-dessus, importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, de maisons qui ont leur propre, qui se mettent, ou en tous les cas, qui réfléchissent sérieusement à créer leur propre école de formation. La seule chose que nous, on va impacter, c'est du temps pour le faire. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Si l'ensemble des équipes et des managers de terrain courent moins, il y a des chances qu'ils aient plus de temps pour faire de la formation. Après, il y a la formation à ces nouvelles postures. C'est comment je change la posture des équipes au service de la création de valeur. Ça, c'est notre expertise. Pour info, sur l'ensemble de notre activité, ça représente 23 ou 24%. Mais on est vraiment en situation de travail. C'est en gros, on ne sait pas changer les hommes, en fait, chez TopTech. On n'est pas, je sais pas quoi, manipulateur de cerveau, je sais pas quoi, chacun a ses propres habitudes, son comportement, etc. Enfin, ce qu'il est lui-même, finalement. Hein. On est tous des sapiens et on se débrouille avec ça. Par contre, si on change le cadre de référence, qu'on a les bonnes informations, et ça rejoint aussi l'expertise de Thomas, au bon endroit, qu'on comprend qu'on est des conducteurs de bout de tuyau, et qu'on change ce cadre de référence au service de la performance et qu'on y intègre de l'innovation, je répète, organisationnelle, technologique, etc., il y a des chances qu'on y trouve aussi du confort et de la sérénité. Donc cette formation, elle est plutôt de dire changeons le cadre de référence, apportons des compétences et pas des connaissances. Voilà, cette compétence, c'est un peu de connaissances. On a compris au service de quoi, on a donné du sens au bon sens et on va pouvoir former à la connaissance et accompagner à la compétence. Voilà comment je résumerai la question de la formation. Merci beaucoup, Philippe. Écoutez, si on a une autre question. Je remonte. Je n'ai pas pu assister au début du webinaire. Avez-vous abordé le sujet du management visuel pour communiquer sur les indicateurs de performance auprès des salariés ou des visiteurs? Et une autre du même interlocuteur, pour Philippe, est-ce que vous pratiquez l'AFEST, Action de formation en situation de travail? Est-ce que vous pratiquez, pardon, il y a une faute. Alors, à la deuxième question, déjà, elle sera la réponse la plus simple, enfin immédiate. C'est 100% sont de la formation en situation de travail, voilà, donc 100%, c'est ce que je disais, un peu d'apport de connaissances en salle, beaucoup d'accompagnement sur le terrain, formation en situation de travail, c'est exactement ça. Après, et puis Thomas pourra en parler, parce que les outils numériques permettent du visuel. Votre question est terrible, parce qu'au cœur de tout ça, il y a le management visuel. Donc, quand je dis elle est terrible, c'est qu'on n'en a pas parlé une seule seconde. Mais c'est presque génétiquement, on doit rendre les choses visuelles, et je dirais juste ça, on parle bien de management visuel, pas d'affichage visuel. Management visuel, c'est finalement quand je conduis ma voiture, mon tableau de bord, il est visuel, je prends des décisions, je conduis avec, je manage mon tuyau et du coup mes hommes avec quelque chose qui est simple, clair et visuel. Oui, c'est au cœur de ce qu'on doit mettre en place.
L'analogie de Philippe avec le tableau de bord de la voiture, en fait, est top. On travaille de plus en plus, alors ça fait quelques années, sur le management visuel. Donc concrètement, en fait, le management visuel, c'est mettre en place en fait des écrans, des télés, voilà, avec des indicateurs, ce qu'on appelle des KPI, directement en fait dans les environnements en fait de travail, typiquement les ateliers. Et ces KPI peuvent présenter en fait différentes notions, des notions de qualité, des notions de performance, des notions d'avancement, d'ordonnancement, de planification, etc. La difficulté, pareil, c'est de se raisonner en fait quand on met en place ces choses-là. Parce qu'on peut imaginer, en fait, on a énormément de données sur plein de choses au niveau numérique et on pourrait vouloir en fait afficher un petit peu tout. Et c'est exactement ce que disait Philippe tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin en fait d'absolument toutes ces infos? A priori non. Mais par contre, ça peut avoir de grosses vertus et ça peut être très stimulant. On parlait tout à l'heure de réticence au changement. Ce management visuel, bien ciblé, bien adapté, peut permettre justement en fait de créer des stimulations chez les plus réfractaires en fait au changement, à l'utilisation des outils numériques. De voir qu'on a vraiment quelque chose de temps réel en fait avec de la performance en fait subie, mais pas de la performance en fait pour la performance seulement, mais pour le confort. Eh bien, ça peut être très stimulant, très agréable à travailler en tout cas. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus. Et pour notre propre compte, hein, d'ailleurs. Je regarde en fait, mais vous ne voyez pas derrière moi, mais l'open space, en fait, on a des écrans en fait un petit peu partout pour nos propres équipes. Chaque équipe a son écran avec son tableau de bord, son indicateur en temps réel qui lui donne en fait l'état d'avancement des projets, différentes choses en fait très ciblées. Mais quelques informations, 4-5 infos essentielles. On en revient au sujet de la satisfaction des collaborateurs. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que nous tous qui vous avons écouté, on est convaincus qu'on doit regarder la performance de nos structures, de nos activités. On est en train de mettre vos adresses mail pour que les uns et les autres puissent vous contacter. Ce webinaire sera retrouvé, pourra être retrouvé sur la chaîne YouTube de l'INMA. Et je vous remercie encore infiniment Philippe et Thomas pour votre participation. Et puis à vous autres, on vous invite au prochain webinaire qui aura lieu le 18 mai sur l'accompagnement numérique par l'entreprise Améade. Voilà, donc le 18 mai, l'horaire, je crois, est également 12h30 et on enverra également sur les réseaux sociaux les liens pour participer. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Et Thomas, merci de l'invitation aussi et à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.